Bonjour à tous. Donc, il n'est pas besoin de présenter le nom de Henri de Lesquen à cette assemblée. Merci Grégoire. Je vous en prie. Henri de Lesquen est bien évidemment le président de Radio Courtoisie. Car il reste l'ancien président. Oui, mais il le reste sur un plan moral au moins. Ah. Et il le redeviendra peut-être. Et il est aussi le président d'une nouvelle radio sur Internet qui s'appelle Radio Athéna et qui est la radio du Carrefour de l'Horloge. Et Henri de Lesquen anime sur cette nouvelle radio un journal chaque lundi soir. Et nous vous invitons bien évidemment à écouter ces nouvelles ondes. Donc Henri de Lesquen, outre son poste de président du Carrefour de l'Horloge, anciennement Club de l'Horloge, est aussi le président du Parti national libéral qui émerge, qui est en voie de finalisation. Et il jouit d'une grande popularité auprès de la jeunesse, popularité qui ne fait que croître semaine après semaine et qui est essentiellement due au fait qu'il est le seul parti de droite à dénoncer la gauche dans son intégralité, aussi bien dans son versant cosmopolite, ce qui inclut le mondialisme, que dans son versant socialiste. Et sa popularité croît jour après jour. Merci Grégoire. Je vous en prie. Merci Grégoire Corlorbe. La parole est à frère Thierry. Non, à vous, cher ami. Alors après que vous aurez donné le là. Écoutez, à vous, cher ami. Donc, Monsieur de Lesquen va nous entretenir sur... populisme, nationalisme et libéralisme. Voilà. Merci Sujet frère Thierry. Très important. Merci frère Thierry. Eh bien, c'est aujourd'hui un grand jour pour moi. C'est aujourd'hui, alors Grégoire, si vous n'entendez pas bien, vous lèverez bon. C'est aujourd'hui un grand jour pour moi, au lendemain du centenaire de notre victoire fabuleuse du 11 novembre 2018. Ayons encore une pensée pour nos ancêtres qui ont donné leur vie pour la France. Et c'est aussi un grand jour pour moi. C'est un grand jour pour moi parce que j'ai l'honneur, grâce à frère Thierry, d'être reçu par votre cercle de l'Aréopage éminent, que j'admire, et je vous remercie de votre accueil. Mais je dois vous dire aussi parce que ce matin sont nés à Versailles Jean et Saveria de Lesquen du Petit-Cassau, mes deux petits-enfants supplémentaires. Voilà, donc j'ai maintenant 8 petits-enfants. Et vous voyez pourquoi je suis particulièrement heureux aujourd'hui à tous égards. Voilà. Populisme, nationalisme et libéralisme. Mesdames, Mesdemoiselles, Messieurs, chers amis, un spectre hante le monde, le populisme. Poutine, Kaczynski, Orban, Salvini, Trump, et maintenant, Bolsonaro. Bolsonaro au Brésil. Je vais vous dire, quand j'ai lu dans la presse, dans les médias cosmopolites, qu'il était d'extrême droite, raciste, homophobe et sexiste, je me suis dit, cet homme ne peut pas être entièrement mauvais. Alors nous verrons ce qu'il fera, hein, il prendra ses fonctions le 1er janvier. Mais vous voyez qu'il y a dans le monde un phénomène évident de montée du populisme, de ce que les médias cosmopolites appellent le populisme. Ces noms que j'ai cités, ces noms d'hommes politiques, d'hommes d'État, ce sont des noms de nationalistes. Ils sont tous nationalistes. En ce sens, à première vue, qu'ils défendent l'identité et la souveraineté de leur nation, qu'ils défendent l'autorité de l'État. Et vous savez que les deux grands sujets, les deux grands thèmes du débat politique qui ont fait leur succès, c'était en particulier l'immigration pour Salvini en Italie, et en particulier l'insécurité pour le Brésil avec Bolsonaro. Alors, comment définir le nationalisme ? Eh bien, j'ai envie de le définir négativement, par ce dont il est le contraire. Et je me réfère à un ancêtre du nationalisme, qui n'est pas, excusez-moi, Charles Maurras, mais Maurice Barrès,
qui avait fait un article dans le Figaro vers 1881, que Philippe Prévost a certainement lu 15 fois et dont il va me donner la référence précise tout à l'heure, parce que je vous signale que nous avons parmi nous un historien absolument éminent qui est Philippe Prévost. Hein. Et donc Maurice Barrès a fait un article opposant les cosmopolites aux nationalistes. Et c'était un article de littérature, pas un article de politique. Et en effet, le nationalisme se définit d'abord négativement contre le cosmopolitisme. Alors que veut dire cosmopolitisme, vous me direz? Alors c'est un sujet essentiel. Pourquoi est-ce que c'est essentiel? Parce qu'aujourd'hui, le cosmopolitisme est l'idéologie dominante. Et que presque personne ne vous le dit, à part Gavard Canlorbe et moi-même. Parce que même le frère Thierry, lisez-le, le frère Thierry, lisez son excellent éditorial sur son... Il vous parle du progressisme, du gauchisme, etc. Il n'a pas encore découvert le vrai nom de cette idéologie dominante qui s'appelle le cosmopolitisme, frère Thierry. Alors c'est pas moi qui invente le terme, hein. Ça vient du grec. Et ça vient précisément d'un très ignoble personnage, Diogène le Cynique. Excusez-moi, mesdames, mais il faut dire que cet ignoble personnage se masturbait en public. Pour vous montrer à quel point il était ignoble. Et Diogène le Cynique, donc Diogène de Sinope, qui appartenait à l'école cynique, qui a même quasiment fondé l'école cynique, avait défini son idéal, il avait défini une idéologie donc, qui remonte à 350 avant Jésus-Christ, 2350 ans, comme la philosophie ou l'idéologie des citoyens du monde. Cosmos, c'est le monde, polites, le citoyen, cosmopolite, c'est le citoyen du monde. Alors vous avez bien compris que dans cette expression, cosmopolite, il y a subreption, car on ne peut être citoyen que d'une cité. Alors il n'y a pas de cité s'il n'y a pas des frontières, des murs de la cité. Une relation d'inclusion et d'exclusion, d'intérieur et d'extérieur. Celui qui se dit citoyen du monde vous ment. Il veut simplement vous dire qu'il n'est citoyen de nulle part. Le monde ne peut pas être une cité puisqu'il n'a pas d'extérieur. Le cosmopolite, après Diogène le Cynique, rejette la cité, l'appartenance à la cité. Et il rejette les frontières, le terme est essentiel. À la fois les frontières extérieures et les frontières intérieures. Les frontières extérieures, aujourd'hui, il est donc immigrationniste. On n'a pas le droit de fermer les portes aux migrants, à ceux qu'on appelle des migrants qui sont en réalité des envahisseurs. Il est libre-échangiste. On n'a pas le droit de fermer les frontières ou même de mettre le moindre obstacle aux marchandises et aux services qui viennent de l'extérieur du monde. Mais plus grave encore, le cosmopolitisme atteint les frontières morales, pas seulement les frontières physiques. Frontières morales qui séparent le beau du laid, le bien du mal, le vrai du faux. Le vrai du faux, le cosmopolitisme vous dira aujourd'hui que le sexe est une construction sociale. Vous voyez, le beau du lait, on vous présente les horreurs de Picasso comme une merveille, et on vous présente le non-art dégénéré, qu'on appelle art contemporain, comme digne d'admiration. C'est Kunz, par exemple, qu'on expose au château de Versailles. Et puis, bien sûr, le bien du mal, le cosmopolitisme vous présente la perversion comme le bien. Et par exemple, évidemment, il considère que les criminels sont des victimes de la société. Et donc, l'un de ses thèmes favoris, c'est l'abolition de la peine de mort, bien entendu. C'est une des pierres de touche. Hein. Sur la peine de mort, je vous conseille de lire un auteur qui n'est pas de gauche. C'est Joseph de Maistre, qui dans les soirées de Saint-Pétersbourg, qui est un des chefs-d'œuvre de la langue française, entre parenthèses, a fait un portrait du robot absolument roboratif. La peine de mort signifie simplement que, pour certains crimes abominables, il faut retirer la vie à celui qui l'a commis, pour qu'il expie sa crime, et en même temps pour dissuader d'autres de commettre le même crime.
Voilà donc l'origine du cosmopolitisme, qui est donc le contraire du nationalisme. Alors, j'insiste sur le vocabulaire. Vous savez que la politique, c'est beaucoup... que se passe-t-il ? La politique, c'est beaucoup une question de vocabulaire. Et il faut toujours faire attention de ne pas employer le vocabulaire de l'adversaire. Vous voyez ? Sauf dans certains cas. Par exemple, dans le cas du populisme. J'essaie de vous démontrer que le populisme est un terme qui a été un terme d'exécration inventé par l'adversaire, l'ennemi cosmopolite, justement, mais qu'on peut se réapproprier pour le positiver. Mais en général, il ne faut pas le faire. Il faut donc rejeter les mauvais euphémismes qu'on emploie à la place de cosmopolitisme. Par exemple, on vous parle de idéologie des droits de l'homme, on vous parle de mondialisme, on vous parle de sans-frontiérisme. Mais le mondialisme, pour prendre ce terme qui est souvent employé, n'est qu'une partie du cosmopolitisme. Vous n'arriverez pas à expliquer avec la référence au mondialisme que vous avez l'art dégénéré, ou le non-art dégénéré, que vous avez le mariage homosexuel, que vous avez le mouvement, la promotion du LGBT, non seulement des homosexuels, mais des bisexuels, des transsexuels, etc. Vous ne pourrez pas non plus expliquer que la théorie du genre rentre dans le mondialisme. Donc il faut vraiment employer ce terme, qui est le terme hystériquement et philosophiquement impeccable, qui est le cosmopolitisme. Qui est d'ailleurs revendiqué, si vous lisez les auteurs, par un certain nombre d'entre eux, officiellement. Cohn-Bendit, par exemple, Daniel Cohn-Bendit, qui se vantait de ses actes pédophiles dans un de ses livres, et même à la télévision, c'est un comportement typiquement cosmopolite, immoral, eh bien, avait autrefois dans le Nouvel Observateur, l'Obs. Un jour, j'avais demandé à un journaliste du Nouvel Observateur pourquoi ils avaient changé leur nom en l'Obs, ça voulait dire l'obscène. Ou peut-être l'obséquieux vis-à-vis du pouvoir. Je ne sais pas. Ou l'obsolète. Enfin, c'est l'Obs. Eh bien, Cohn-Bendit avait une chronique intitulée, de mémoire, la chronique du cosmopolite. Ou la chronique d'un cosmopolite. Et puis, je crois que ce sont les fondateurs du journal Globe, dont Bernard-Henri Lévy, qui avait écrit oui, nous sommes intrinsèquement cosmopolites, et nous rejetons la France avec ses terroirs, ses clochers, tout ça nous fait horreur. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que le cosmopolitisme est de gauche. C'est l'un des deux pôles antagonistes de la gauche. Il a son pendant, qui est le collectivisme. Et pour comprendre, pour avoir une bonne intelligibilité des idées politiques, il faut bien comprendre que la gauche, ce qu'est la gauche, c'est l'expression idéologique de l'utopie égalitaire, Et elle a deux versants qui sont deux pôles antagonistes. Bonsoir, madame. Deux pôles antagonistes. J'allais dire à ma gauche, à ma droite, mais non. Enfin bon, le collectivisme et le cosmopolitisme. Le collectivisme a donné le socialisme, le marxisme, le communisme. Rousseau est déjà collectiviste. Et Rousseau attaque le cosmopolitisme, puisqu'il est collectiviste, c'est très logique. Il dénonce le cosmopolitisme. Et d'ailleurs, c'est une phrase de Rousseau qu'on trouve dans le Littré comme exemple de la définition du mot cosmopolitisme au sens d'idéologie cosmopolitique. Alors, cette idéologie destructrice des identités, des frontières, donc des identités, de la morale, de tout ce que nous aimons, cette idéologie qui déracine, elle a pris son essor il y a 2350 ans, et elle a connu différentes étapes. Alors, l'école cynique a fini par disparaître, mais l'idée cosmopolite a été reprise par l'école philosophique dite du stoïcisme. Zénon de Citium, le fondateur du stoïcisme, était tout aussi immoral et pourri et pervers que Diogène le cynique, mais après lui, il y a eu un stoïcisme dont
qui est peut-être le seul dont vous avez entendu parler, qui est celui de Marc Aurèle par exemple, qui est évidemment beaucoup plus potable parce qu'il a adopté une certaine morale universelle. Donc c'est un cosmopolitisme édulcoré. Et qui cependant... Bon, je crois que je vais ôter mon écharpe alors. Qui cependant, ce cosmopolitisme édulcoré du stoïcisme continue à affirmer que les valeurs morales sont indépendantes des religions, des cités, des peuples, des traditions, et reposent simplement sur la raison pure. D'où d'ailleurs dans l'histoire de la philosophie, notamment de la philosophie du droit, un débat sur la notion de droit naturel. Je vous invite à lire Michel Villet sur ce point, il est essentiel. Michel Villet soutient à juste titre que le droit naturel, au sens de saint Thomas d'Aquin et de tout ce qui a précédé saint Thomas d'Aquin dans la pensée chrétienne, c'est en fait le droit fondé sur la tradition, la révélation et la tradition. Ce n'est pas un droit fondé sur la raison pure, sur des évidences de la raison. Mais cela va changer avec l'école de Salamanque. 16e, 17e siècle, Vittoria de Soto et beaucoup d'autres. Alors, honnêtement, l'école de Salamanque est une immense école de pensée. Hein. Enfin, c'était d'abord des dominicains, ensuite des jésuites de l'université de Salamanque en Espagne. Ils sont à l'origine de la science économique moderne et à l'origine des droits naturels modernes, qui a beau être infect, qui est quand même très important sur le plan politique et sur le plan de la pensée. Et après eux, ce sont les protestants Grotius et Pufendorf qui s'en sont emparés. Et puis on trouve évidemment cette philosophie du jus gentium, du droit des gens, un droit international qui est en fait un droit extranational, supranational, qui refuse la souveraineté nationale. Dans toute la théorie juridique du droit dit international jusqu'aujourd'hui. Parmi les philosophes qui ont marqué toute cette évolution, il y a Emmanuel Kant. Emmanuel Kant, qui a écrit un opuscule d'une trentaine de pages, que je vous conseille de lire d'ailleurs, bien qu'il soit pitoyable, mais pour vous faire une idée, qui s'appelle « Idée d'une histoire universelle du point de vue cosmopolitique ». Et d'ailleurs, je reprends l'adjectif cosmopolitique, qui n'est pas de Kant, mais du traducteur de Kant, 1784, ce qui me permet de proposer, de remplacer l'expression politiquement correcte par cosmopolitiquement correct, qui me paraît bien meilleur et plus précis. Voilà. Ne soyez pas, s'il vous plaît, cosmopolitiquement correct. Et ne soyez pas de ceux que nous appelons maintenant les candoles, c'est-à-dire ceux qui se disent de droite, qui sont classés à droite, mais qui en fait sont soumis au cosmopolitiquement correct. Donc, voilà, le cosmopolitisme jusqu'aujourd'hui a cheminé, mais de manière très puissante dans l'ordre de la pensée. Kant n'est pas évidemment un philosophe secondaire, mais de manière absolument négligeable, finalement, malgré ses progrès dans le droit international, jusqu'à une date récente. La SDN était une esquisse déjà de faire progresser la forme mondialiste du cosmopolitisme, mais en réalité, très clairement, la césure dans l'histoire des idées, dans l'histoire métapolitique, c'est mai 68. Pas seulement en France, dans le monde entier, dans le monde occidental entier. Et en fait, c'est un exemple drôle d'hétérotélie. Vous savez, l'hétérotélie, selon Jules Monroe, c'est un phénomène très fréquent selon lequel des gens qui agissent dans un but obtiennent un but totalement différent. C'est très fréquent. Ceux qui ont fait mai 68 en France, comme les autres mouvements estudiantins à Stanford et en Allemagne, étaient des gauchistes au sens de Lénine, c'est-à-dire plus à gauche que le Parti communiste, trotskiste et maoïste. Enfin, en tout cas considérés comme gauchistes par le Parti communiste officiel. Ils étaient d'ailleurs presque tous juifs, je vous signale. Hein. Bah oui, Krivine, Jesmar, Cohn-Bendit, voilà. Et ces juifs gauchistes ont favorisé, enfin, voulaient officiellement, à l'époque, Cohn-Bendit était maoïste, voulaient officiellement établir un État communiste pur et dur, donc collectiviste. Et en réalité, ils ont permis en réalité la mutation de la gauche, qui est passée idéologiquement du collectivisme au cosmopolitisme.
après mai 68. Et on l'a bien... Alors, bien sûr, le phénomène était très complexe. Et bien sûr, il y a des phénomènes de, comment dit-on, d'hystérésis, de rémanence dans l'histoire des institutions. Et nous sommes encore un pays extrêmement collectiviste, puisque nous avons 56% de dépenses publiques, et plus de 45% de prélèvements obligatoires. Donc, quand vous avez des gens qui vous disent... Je pense à Malika Le Pen, vous savez... qui vous dit halte à l'ultralibéralisme de la France. Bah, l'ultralibéralisme à 56% de dépenses publiques, est-ce que vous plaisantez? Nous sommes dans un État, en fait, socialiste, qui reste institutionnellement très collectiviste. Mais sur le plan des idées, le collectivisme est très minoritaire, et c'est le cosmopolitisme qui est le vent en poupe. Les médias sont cosmopolites, voilà, et diffusent constamment des idées qui sont cosmopolites, et en fait, sans employer ce terme, la plupart du temps, classent les gens selon ce critère. Ce qui fait qu'ils sont notamment immigrationnistes et qu'ils sont antiracistes. L'antiracisme, c'est le masque du cosmopolitisme. J'ai d'ailleurs un théorème que j'appelle le théorème du grand emplacement, que je vous livre au passage. Le théorème du grand emplacement est le suivant. Le grand emplacement, c'est-à-dire le grand emplacement des Français par les immigrés, des chrétiens par les musulmans ou des caucasoïdes par les congoïdes, c'est la conséquence de l'immigration. C'est évident. Le remplacement, c'est la conséquence de l'immigration. Mais l'immigration, elle est la conséquence de l'antiracisme, en ce sens que s'il n'y a pas la pression de l'antiracisme, on n'aurait jamais laissé entrer des millions d'immigrés depuis 50 ans. Or, l'antiracisme est lui-même la conséquence de la religion de la Shoah, qui nous bloque sur une vision réduite de la Seconde Guerre mondiale, où la seule chose qui compte, c'est ce qui est arrivé aux Juifs pendant la Seconde Guerre mondiale. Et alors, donc, je reviens à mon thème principal. C'est toujours la gauche que nous avons en face de nous. Nous, hommes de droite, attachés à la France, à la patrie, à la civilisation chrétienne, à la civilisation occidentale qui est chrétienne. Mais cette gauche, qui a donc deux pôles antagonistes, est passée de l'un à l'autre. Et au lieu que l'axe principal du conflit ou de l'opposition droite-gauche, ça soit libéralisme contre socialisme ou contre collectivisme, libéralisme contre collectivisme, c'est nationalisme contre cosmopolitisme. Mais c'est toujours un clivage droite-gauche. Donc ceux qui vous prétendent que le clivage droite-gauche a disparu n'ont rien compris. Il n'a pas disparu. Il a changé. Mais le cosmopolitisme, c'est la gauche. Et du point de vue philosophique, métapolitique et historique, c'est la gauche. C'est une forme de la gauche. D'ailleurs, je vous invite à lire aussi Jean-Louis Harwell, H-A-R-O-U-L, qui vient d'écrire un livre excellent sur le clivage droite-gauche, et qui rattache, c'est dommage que Frère Thierry nous ait quittés, pour quelques minutes, j'espère, parce que Jean-Louis Harwell rattache ce clivage entre les deux pôles antagonistes de la gauche, collectivisme et cosmopolitisme, à deux hérésies chrétiennes, ou deux types d'hérésies chrétiennes, le millénarisme, qui conduit au collectivisme, et la gnose, qui conduit au cosmopolitisme. Ce qui me paraît en grande partie exact, car, comme je l'avais moi-même expliqué dans un livre intitulé « Socialisme et religion sont-ils compatibles ?» Non, la gnose et le millénarisme sont effectivement à l'origine de l'utopie égalitaire sous ces deux formes. Alors, cela étant dit, le populisme dont j'ai parlé en vous donnant l'exemple de quelques personnalités politiques dans le monde entier est clairement de droite, puisqu'il est d'abord national, nationaliste. Et il est en outre libéral, parce qu'il veut libérer l'économie des chaînes du collectivisme, réduire les impôts et les dépenses publiques, et libérer les entreprises, ce qui est vrai à des degrés divers de tous les dirigeants populistes dont je vous ai parlé. Et pour en revenir à la distinction négative du nationalisme, on pourrait aussi donner une définition positive plus approfondie que celle que je vous ai esquissée au départ.
On doit appeler nationaliste tout homme politique qui fonde son action sur le principe de la nation, tout simplement, au sens large. Et donc, qui défend l'unité nationale, c'est la moindre des choses si on est pour la nation, pour le principe de la nation, ce qui veut dire qu'on est contre la lutte des classes. Non point qu'on nie le phénomène, qui est un phénomène sociologique malheureusement inévitable, mais qu'on souhaite en réduire l'importance, en réduire les conséquences au lieu de l'attiser. Vous savez que la lutte des classes, c'est un phénomène sociologique réel. On va mettre à penser, Vilfredo Pareto l'admettait comme une évidence, mais qui prend des formes différentes ou une acuité différente selon les situations. Marx et les marxistes n'ont pas inventé la théorie de la lutte le phénomène de la lutte des classes, ou bien le diagnostic de l'existence de la lutte des classes. Ils ont voulu l'exciter, l'exacerber pour aboutir à ce qu'ils appelaient la dictature du prolétariat, c'est-à-dire la dictature du Parti communiste. Marx n'a jamais nié que, d'ailleurs, son originalité n'était pas du tout de parler de la lutte des classes, mais plutôt de parler de la dictature du prolétariat, qui était en soi, d'ailleurs, vous le savez, un mensonge, puisqu'il s'agit d'une dictature d'un parti où il y a fort peu de prolétaires. Les bolcheviks, c'est-à-dire les marxistes qui ont pris le pouvoir en Russie en 1917, étaient des intellectuels juifs qui n'étaient pas du tout des prolétaires pour la plupart. Et pour la grande majorité étaient donc des intellectuels juifs. Alors, unité nationale, mais c'est aussi la conscience des racines, de l'enracinement par opposition au cosmopolitisme, de l'héritage que nous avons. Même quand on se dit qu'on est allé beaucoup plus loin grâce au progrès, eh bien, il faut se rappeler cette phrase de Bernard de Chartres au XIe siècle, qui a été reprise par bien des gens, et notamment par Pascal, dans les Pensées. Nous sommes des nains juchés sur les épaules de géants. Nous sommes très contents d'avoir un téléphone mobile. Mais sans un des grands personnages de l'histoire de France, un des plus grands personnages d'ailleurs de l'histoire de l'humanité, sur le plan de la science notamment, qui est André-Marie Ampère, l'inventeur de l'électricité, eh bien vous n'auriez pas de téléphone mobile. Vous êtes, moi et vous, nous sommes des nains, par rapport à André-Marie Ampère tout au moins, juchés sur les épaules de géants. Alors, c'est aussi donc la défense des institutions en général qui font l'identité nationale. Personne n'a inventé la famille, personne n'a inventé la langue française. Ce sont des institutions au sens de Galen ou des traditions. Voilà. Et donc nous refusons, nous nationalistes, car j'en suis un, l'idéologie de la table rase. Nous voulons nous appuyer sur les institutions. Par exemple, nous défendons la langue française. C'est un exemple. Ce n'est pas un élément négligeable de notre identité. Nous parlons français. Et certains d'entre nous peuvent parfois employer des mots anglais. Je ne sais pas, des mots au hasard. Lunch, par exemple, tout à l'heure. Hein, non? Lunch? Hein? Caméraman? Hein? Vous avez beaucoup péché, mais, mon frère, vous avez beaucoup péché. Excusez-moi, je vous taquine. Vous m'aviez dit que certains n'appréciaient pas les plaisanteries, alors je vous demande pardon. J'espère que vous allez pratiquer le pardon des offenses, qui est une vertu cardinale. Bon, c'est une conséquence de la charité que vous devez avoir envers votre frère qui est pécheur. Bon. Alors, à ce stade, retenez bien ceci. Les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Les mots sont des étiquettes pour désigner les choses. Le mot table pour désigner la chaise. Le mot chaise pour désigner la table. Une convention. Mais deuxième proposition, qui a l'air de contredire la première, mais qui ne la contredit pas, logiquement, c'est les mots sont des armes politiques. Donc il faut choisir ces définitions en pensant aux conséquences politiques qu'entraîne la définition que l'on adopte. Alors, il en va ainsi du mot nationalisme. Malheureusement, on a tendance en France, on a eu tendance jusqu'à présent, j'espère jusqu'aujourd'hui, avec vous ça va changer, avec vous et après cette soirée ça va changer, à prendre le mot nationalisme dans un sens étriqué, étroit, et pas dans le sens large que je lui propose. Alors je vais vous lire des citations et vous demander à chaque fois qui a pu dire ça. N'écoutez pas les sophistes
qui professent un cosmopolitisme dissolvant, qui nie la patrie et qui répudient le devoir, ce sont des ennemis publics. S'ils étaient suivis, ils précipiteraient la France vers la décadence et la mort, comme leurs aînés ont fait de la Grèce et de Rome. Qui a dit ça? De Gaulle. Jaurès. Non. Paul Doumer, président de la Chambre des députés, futur président de la République, grand franc-maçon en 1906. Bon, je continue pour vous achever de vous assommer, au sens intellectuel du terme, bien entendu. Qui a dit « il faut sauver la race et par cela même le pays ». Ah, c'est Édouard Herriot. Alors Philippe Prévost, là vraiment, je suis impressionné. Hein. Là vraiment, Édouard Herriot. Alors, qui a dit? Alors là, c'est plus difficile. À mon avis, vous n'avez pas trouvé. L'immigration clandestine des Chinois en France continue à se manifester dans des proportions importantes, augmentant ainsi le nombre des membres indésirables de cette colonie. Leur présence ne peut constituer à la longue qu'un péril manifeste, tant du point de vue de la sécurité intérieure que du développement de notre race. Qui a dit ça? Non. 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 Marx Dormoy, ministre de l'Intérieur en 1938, un ministre de l'Intérieur du Front Populaire, et qui s'appelait Marx, prénommé Marx. Hein? Il a dit ça, on était en 1938. Vous vous rendez compte, tant au point de vue de la sécurité intérieure que du développement de notre race. Les Chinois. Les gentils Chinois, aujourd'hui on dit les Chinois du 13e arrondissement, ils sont gentils, etc. Ben, vous voyez ce qu'on passait Marx Dormoy. Bon. Alors, quelqu'un a cité un auteur, mais je ne vais pas souffler. Maintenant, écoutez, je continue parce que c'est trop beau. Jules Ferry. Alors là, je vous donne le nom tout de suite. Nous sommes en 1885 à la Chambre des députés. Jules Ferry se lève, il arrive à la tribune, et il vous dit « Messieurs, il faut parler plus haut et plus vrai. Il faut dire ouvertement qu'en effet, je prends l'accent de Gaulle, c'est une erreur, qu'en effet les races supérieures ont un droit vis-à-vis des races inférieures. Je répète qu'il y a pour les races supérieures un droit, parce qu'il y a un devoir pour elles. Elles ont le devoir de civiliser les races inférieures. » Fin de citation. Jules Ferry. Et moi j'applaudis dès demain. Hein. La grande œuvre civilisatrice de la colonisation. Bon. Alors je me rassois parce que je n'avais pas le droit de me lever. Alors je continue parce que il faut quand même vous édifier un petit peu. Hein. Alors, qui a dit, après la Commune de Paris, qui s'est terminée glorieusement par l'écrasement de cette infâme Commune de Paris, le sol de Paris est jonché de cadavres. Ce spectacle affreux servira de leçon. Fin de citation. Ah ben vous êtes vraiment très pour ça. C'est Adolphe, mais pas Adolphe Hitler, mais Adolphe Thiers. Adolphe Thiers. Et Philippe Prévost, vous savez, Adolphe Thiers n'a pas fait de quartier. Adolphe Thiers n'a pas fait de quartier. C'est un jeu de mots un peu bon. Un peu bon. D'accord. Un jeu de mots de chansonnier. Et encore quelques citations d'ailleurs, parce que. Alors, Waldeck-Rousseau, c'est la loi de 1901, du 1er juillet 1901 sur les associations. Ben, il a fait passer une loi très sévère en 1883 qui a envoyé les gentils, vous savez, aujourd'hui, les gentils SDF. Autrefois, on les appelait les clochards quand on était petits. Mais à l'époque, on les appelait les vagabonds. Et il y avait le délit de vagabondage. Et encore, on a fait voter parce qu'il y avait un sentiment d'insécurité, une insécurité relative. La Troisième République, maçonnique à l'époque, archi-maçonnique, hyper-maçonnique, hyper-archi-maçonnique, mais qui n'était pas cosmopolite, et même pas collectiviste d'ailleurs, a fait voter une loi terrible, une loi de relégation, à mon avis, franchement, injuste, hein, trop horrible, parce que les malheureux vagabonds, on les a traités avec une rigueur épouvantable. Comme c'était un délit, à la deuxième récidive, ils étaient déportés, on appelait ça la transportation, en Guyane, où il y avait toute chance de mourir. Hein. C'était épouvantable. Donc, pour justifier cela, qu'a dit le gentil Waldeck-Rousseau? Seule la transportation, c'est-à-dire la déportation avec travaux forcés, seule la transportation peut protéger la société de ces hommes qui ont montré que toutes les peines ne peuvent avoir raison de leur perversité naturelle. Alors, je signale que si je me frotte le nez, c'est parce que je suis un peu enrhumé.
Ce n'est pas comme certains, comme disent l'autre, parce que je prends de la cocaïne. Je ne sais pas si vous avez vu la vidéo sur Macron. Non, vous n'avez pas vu? Elle a circulé. Alors, la vidéo sur Macron, qui est très, très drôle. Le gars, il est comme ça tout le temps. Bon, passons. Alors, voilà alors, évidemment, la meilleure citation qu'on peut faire, vous allez deviner rapidement cette citation. D'ailleurs, je la faisais très souvent à l'antenne de Radio Courtoisie. C'était une citation, mais elle est tellement importante qu'il faut la répéter. Moi, j'appelle ça la prière du matin. Excusez-moi, c'était un peu irrévérencieux. Hein. C'est très bien qu'il y ait des Français jaunes, des Français noirs, des Français bruns. Il montre que la France est ouverte à toutes les races et qu'elle a une vocation universelle, mais à condition qu'il reste une petite minorité. Sinon, la France ne serait plus la France. Nous sommes quand même avant tout un peuple européen de race blanche, de culture grecque et latine, et de religion chrétienne. Fin de citation. Charles de Gaulle, 1959. Vous serez condamné aux autres. Ah non, j'ai passé mon temps à faire cette citation, et donc je n'avais pas été condamné. Donc ça, non. Ah non, on a le droit de dire ça. Bon. Donc, il me paraît justifié, au vu de cette citation, d'avoir une définition écuménique, pardonnez-moi, je vais avoir de l'écuménisme, mais en l'occurrence écuménique, du concept de nationalisme. De ne pas réduire le nationalisme à Charles Maurras et à Maurice Barrès, à ceux qui se disaient eux-mêmes nationalistes et qui ne voulaient pas que les autres fussent nationalistes. Alors, si bien qu'on arrive à ce que j'appellerais une complicité d'opposition. C'est très fréquent, c'est assez paradoxal, mais les gens s'opposent, mais en fait, ils ont une complicité implicite pour maintenir une fiction qui sert à chacun des deux camps, et au détriment de la vérité. C'est assez paradoxal. Les nationalistes comme Maurras et même comme Barrès étaient très contents de dire qu'ils étaient les seuls nationalistes et de refuser cette étiquette à Paul Doumer, qui attaquait le cosmopolitisme et qui pourtant, au vu de cette déclaration, méritait largement cette déclaration, cette étiquette de nationaliste, ce label, cette étiquette nationaliste. Excusez-moi pour ce mot anglais, hein, je mets une pièce dans le cochon. Donc, il est permis d'appeler nationalistes, au sens large, tous ceux qui se réclament de la nation, et en particulier tous ceux qui, en 1914, ont appelé les Français à se réunir autour du drapeau pour combattre contre l'ennemi allemand. Je crois que Raymond Poincaré, qui était peut-être n'était pas le meilleur, mais Georges Clemenceau, qui était pire que Raymond Poincaré, qui avait beaucoup de défauts, il faut le dire, ont quand même défendu la patrie, assuré son succès, dans des conditions courageuses. Et j'ai trouvé quand même deux citations d'eux qui sont superbes. Raymond Poincaré, président de la République, 1914, message à la Chambre des députés au Sénat, lors de la déclaration de guerre, enfin plutôt de la déclaration de guerre que l'Allemagne nous a faite. La France sera héroïquement défendue par tous ses fils, dont rien ne brisera devant l'ennemi l'union sacrée, et qui sont aujourd'hui fraternellement assemblés dans une même indignation contre l'agresseur et dans une même foi patriotique. Et quant à Georges Clemenceau, président du Conseil en 1919, il dira « Il y a une longue résonance du plus lointain ancêtre au dernier descendant, mes ancêtres, je les reproduis. » Ce qui est biologiquement et culturellement parfaitement exact et essentiel. Mes ancêtres, je les reproduis. Voilà. Et je me reproduis aussi dans mes descendants, évidemment, et dans mes petits-enfants, d'ailleurs. Voilà. Hein. Bon. Donc, il ne faut pas réduire le concept de nationalisme. Moi, je suis partisan de dire, et nationalistes, tous ceux qui se réclament de la nation. Même si eux-mêmes ne veulent pas accepter cette étiquette, nous la leur donnons. De Gaulle n'a jamais osé dire nationaliste, parce qu'il y avait justement ce clivage entre, disons, Jules Ferry et Maurras, ou Deschanel et Maurras, ou Deschanel et Barrès. Quels que fussent les torts de ces francs-maçons, ils étaient quand même patriotes. Or, le patriotisme et le nationalisme, c'est pareil. Ou plus précisément, ce sont deux aspects d'une même réalité.
le patriotisme, c'est un sentiment. Alors, il faut faire un peu d'étymologie pour comprendre le sens du mot. Patria, latin, ça vient du père, c'est la terre des pères. La terre des pères, l'attachement charnel à une terre. La nation, ça vient du latin natio qui veut dire naissance. C'est en fait la communauté des ancêtres, enfin la communauté que nous formons avec nos ancêtres et les descendants qui vont venir. Donc le patriotisme est un sentiment qui peut d'ailleurs, qui ne se confond pas avec le nationalisme, parce que le patriotisme peut s'attacher à la petite patrie. Moi, je suis patriote, alors à la fois je suis un breton immigré à Versailles, donc je suis patriote versaillais pour la ville, disons. La petite patrie, c'est la ville, la grande patrie, c'est la Bretagne. Il n'y a pas l'île de France, je vais le dire, c'est un peu compliqué, vous me direz. Et puis, évidemment, la grande patrie, ensuite, c'est la France. Bon. Donc on a, normalement, chacun qui a un peu d'enracinement quelque part en France, il peut avoir plusieurs patries, son village, sa ville, sa province. Moi, j'encourage les Auvergnats à se sentir Auvergnats, les Normands à se sentir Normands, les Bretons à se sentir Bretons, et les Alsaciens à se sentir Alsaciens. Je trouve que ça va... C'est ça le nationalisme, c'est d'accepter la richesse de nos provinces. Vous voyez ? Comme le recommandait Barrès, et Maurras aussi. Mais, dès lors que l'on veut donner une doctrine politique qui exprime ou qui s'appuie sur le patriotisme, on aboutit au nationalisme. Donc là, le nationalisme, c'est la doctrine politique qui exprime ce sentiment qu'est le patriotisme. Donc ils sont totalement liés. Ce scélérat de président de la République nommé Macron, ce scélérat, a voulu opposer, dans une manœuvre de propagande basse, patriotisme à nationalisme. En disant le patriotisme c'est l'exact contraire du nationalisme. C'est une sottise absolue. Et il l'a fait alors que lui-même rejette la patrie, parce qu'un cosmopolite, par définition, rejette la patrie. Enfin, cet homme, cet individu, je préfère dire, cet individu a dit que la France n'avait pas de culture. Il n'y a pas de culture française. Il n'y a pas d'art français. Que la France serait éternellement coupable de crimes contre l'humanité pour son œuvre civilisatrice. C'est épouvantable. Donc en réalité, il nie la patrie. Et d'ailleurs, la meilleure preuve qu'il nie la patrie également la nation, c'est qu'il veut transférer la souveraineté au niveau européen, ce qui est un acte de forfaiture, qui dans une société bien réglée, devrait le conduire devant un tribunal, devant la haute cour de justice, pour crime de haute trahison. La souveraineté ne peut pas être ici et là. Elle n'a pas le don d'ubiquité, la souveraineté. Si elle n'est pas nationale, parce qu'elle est européenne, elle a disparu. La nation n'est plus souveraine. C'est une trahison. Et quand le président de la République et le chef de l'État, censé appliquer la Constitution qui affirme la souveraineté de la nation, dit qu'il veut transférer la souveraineté de la nation au niveau européen, il commet un acte de trahison, par le but qu'il exprime. Alors je vous laisse le choix de la punition. Moi, je suis partisan de la corde, mais je trouve que le fusillé sera lui donner un peu trop de... permettre de faire la pause, de prendre la pause peut-être. Donc il n'y a aucune opposition à avoir, il y a à admettre entre patriotisme et nationalisme. Ils sont en réalité complémentaires. Alors le populisme est donc nationaliste. Pour sortir de la confusion quand même, je voudrais ajouter que le terme populisme est employé par des politologues qui sont souvent des simples propagandistes, uniquement comme une formule d'exécration, sans que le concept soit objectivement et clairement et sérieusement défini. Et donc on l'applique, ce qui crée une confusion épouvantable, à des mouvements de gauche qui sont en fait des mouvements socialistes et collectivistes. Bon. Alors, on a appliqué le nom de populisme à Juan Perón, en Argentine, et plus récemment, à Chavez et à Maduro au Venezuela. Mais en fait, ce sont des régimes socialistes et collectivistes. Pourquoi inventer le mot de populisme et la rappliquer alors que ça n'apporte rien, ça ne crée la confusion. Donc je propose de ne pas leur donner l'étiquette de populiste. Mélenchon n'est pas populiste. Mélenchon est collectiviste. Enfin, les idées politiques s'entremêlent. Il est essentiellement collectiviste avec quand même une bonne dose de cosmopolitisme, dû au fait qu'il a besoin de l'électorat immigré pour avoir des élus.
Alors, au passage, un mot sur le fascisme. C'est qu'à droite, normalement, on dit fascisme, mais pas fascisme. En italien, on dit fascismo, mais je parle sous le contrôle de Philippe Prévost, fascisme. Philippe Prévost dit fascisme. Fascisme. Alors, le fascisme. Alors, lisez à cet égard les œuvres de Sternel, l'universitaire israélien Sternel, Zef Sternel, et lisez le livre du Carrefour de l'horloge, ex-club de l'horloge, Socialisme et fascisme, une même famille. Le fascisme est sorti du socialisme, enfin, il n'est pas sorti du socialisme, il est issu du socialisme marxiste lorsque il y a eu justement l'Union sacrée. 1914 a été une grande surprise pour les marxistes. Ils pensaient que, au nom de la règle, au nom du mot d'ordre prolétaire de tous les pays UDCO, les ouvriers français et les ouvriers allemands allaient refuser de se battre les uns contre les autres et allaient mettre la crosse en l'air. Et ils ont découvert à leur stupéfaction que ce n'est pas ce qui s'est produit. À des très rares exceptions près, le sentiment national, la conscience nationale l'a emporté de loin sur la conscience de classe. Et les ouvriers allemands, au moins jusqu'en mars 1918, se sont battus courageusement et héroïquement pour l'Allemagne, et les ouvriers français de la même manière. Et donc, à l'époque, 1914, Benito Mussolini, futur fondateur du parti fasciste, est directeur de l'Avanti, qui était le journal officiel, l'équivalent de l'Humanité du parti socialiste, communiste, si vous voulez, puisqu'à l'époque, la scission n'était pas faite entre socialistes et communistes, mais du parti marxiste italien. Et une partie de ces socialistes marxistes ont compris que Marx se trompait, que la force révolutionnaire, c'était la nation. C'était pas le prolétariat, la classe. Et donc, en conservant la même idée révolutionnaire, ils ont décidé de s'appuyer sur la nation pour bouleverser la société. Ce qui est d'ailleurs un oxymore, comme on dit maintenant, un peu sous l'influence anglo-saxonne, une contradiction in adjecto, parce qu'on ne peut pas à la fois faire la révolution et défendre la nation qui est fondée sur les traditions. C'est la contradiction, disons, originelle du fascisme. Alors, il y a cependant dans le fascisme, par rapport au socialisme ordinaire qui est marxiste, un rehaussement éthique évident. Le fascisme est passé de la fonction marchande à la fonction guerrière, comme, comme point d'accroche sur la société. Il cultive les valeurs héroïques, et pas seulement des valeurs matérialistes. Il n'y a plus matérialiste. Donc sur le plan éthique, c'est un grand progrès par rapport au socialisme marxisme. Le fascisme, c'est mieux que le marxisme. Bon. Mais c'est quand même du socialisme. Lisez sur mon site henrilesquin.fr l'article que j'ai fait, intitulé « Hitler était socialiste ». Vous savez que Hitler, alors je ne parle pas allemand, mais Hitler avait créé un parti, enfin, dirigeait un parti qui s'appelait le Parti socialiste national des ouvriers allemands. Arbeiter, ouvriers ou travailleurs. Et on dit national-socialiste, ce qui est une erreur, puisque l'ordre des mots n'est pas le même en français et en allemand, donc il faut dire socialiste national en français. Ce qui veut dire que ce socialisme est avant national. Et le parallèle d'ailleurs entre l'hitlérisme et le marxisme de Lénine et de Staline est très frappant. Très frappant, il va très loin. Avec le culte du chef, le culte du guide, le Führer, et je ne sais plus comment s'appelait, le Vosges, je crois, Staline était le Vosges, c'était aussi le guide, même principe. Une grande proximité structurelle. À cet égard, le terme de totalitarisme est une tromperie qui a été en fait utilisée dans ce sens par la juive Hannah Arendt pour faire croire, pour faire oublier le caractère socialiste de l'hitlérisme. On dit voilà, il faut rejeter à la fois l'hitlérisme, le nazisme et le communisme. Ce sont deux totalitarismes. Mais non, le totalitarisme prétendu totalitariste, c'est simplement le socialisme sous une forme poussée à l'extrême. Le socialisme qui prend la maîtrise des individus jusqu'en le moindre détail. Il n'y a pas besoin d'inventer le mot socialiste, le mot totalitarisme pour en parler. Bon.
Donc voilà, exit le populisme de gauche, qui n'est pas du populisme, qui est un simple collectivisme, socialisme, et donc le populisme est de droite. Il est nationaliste et libéral à la fois, donc national-libéral, comme le Parti national-libéral que j'ai l'honneur d'avoir créé récemment. Il est... Alors, vous allez me dire, nationalisme et libéralisme, ce sont deux philosophies ou deux doctrines différentes et incompatibles. Non. Alors, il est de la nature de la politique de passer des compromis et de faire des hybridations idéologiques. Bon. Pour faire comprendre à ceux qui me disaient « Mais non, on ne pouvait pas être à la fois libéral et nationaliste », je leur dis « Si, je suis les deux ». J'ai trouvé une formule, qui évidemment est schématique, mais qui a l'avantage de la simplicité. Le national-libéralisme, c'est simple, c'est brûler le code du travail et virer les immigrés. Et pas le contraire. Et attention, pas le contraire. Hein. Je croyais que vous étiez tellement indigné par mes propos que vous alliez quitter la salle. Voilà. Donc, voilà ce qu'est le national-libéralisme, ou la synthèse qu'on peut faire du nationalisme et du libéralisme. Alors, en bref, ça veut dire un national-libéral, Trump, il libéralise et il baisse les impôts américains, mais il fait du protectionnisme. Et il refuse l'immigration, vous voyez. Donc, on libère à l'intérieur et on protège l'extérieur, schématiquement. C'est ça le principe. La synthèse nationale-libérale. Alors, il faut dire à cet égard, pour éviter les incompréhensions, que autant le populisme peut être défini clairement, je veux dire de manière univoque, si vous m'avez écouté jusqu'à présent et que vous m'avez, avec l'indulgence que je vous prête, suivi, et si vous avez accueilli mes explications avec indulgence, on peut donc définir le populisme de manière univoque et claire, on peut définir le nationalisme de manière univoque et claire, le cosmopolitisme aussi d'ailleurs, comme le collectivisme. En revanche, le libéralisme, non. Le mot libéralisme est une étiquette qui recouvre toutes sortes de marchandises. Voilà. Et alors, Pareto, donc, que j'ai déjà cité, disait, mais en politique, beaucoup de querelles, et pas seulement en politique d'ailleurs, beaucoup de querelles durent indéfiniment parce que les gens ne prennent pas le mot dans le même sens. Alors, régulièrement, quand je dis que je suis libéral, je tombe sur un catholique ultramontain théocrate qui me dit le syllabus interne a dit que le syllabus était mauvais. Oui, d'accord, moi, mais c'est le libéralisme philosophique, c'est pas le mien. Alors, je vais être très précis. La liberté religieuse, pour moi, c'est un moindre mal, c'est la théorie du moindre mal. Si j'étais à l'époque de Saint-Louis, XIIIe siècle, je serais partisan de brûler les hérétiques, enfin, après leur avoir laissé le temps de se repentir quand même. Hein. Modérément, pas plus de 1000 ou 2000 par an, hein, de manière très, très limitée. Non mais, attendez, c'est évident. Si on croit que la religion est faite pour sauver l'âme des fidèles, c'est beaucoup plus important que notre vie terrestre. Et donc l'hérétique, c'est un être malfaisant qui prend la main, ou le cœur des fidèles plutôt, et qui les conduit en enfer. Je schématise, évidemment. On peut être sauvé en étant un pieux calviniste, un pieux luthérien, mais en gros, c'est quand même ça, l'hérésie. C'est une fausse doctrine qui, pour un catholique, qui a la vraie doctrine, risque fort de les emmener sur les chemins de traverse qui vont dans l'enfer. Et comme on dit, la politique d'immigration du paradis est très sélective, mais la politique d'immigration de l'enfer est grande ouverte. Donc, pour moi, le libéralisme philosophique, la liberté religieuse en tout cas, est fondée sur le moindre mal. Depuis les guerres de religion, on ne peut plus se permettre, sous réserve de tomber dans des guerres civiles épouvantables, de refuser la liberté religieuse. Voilà, c'est tout. Bon. Donc il faut accepter la liberté religieuse, il faut accepter toutes ces libertés pour la paix civile. Mais pas comme un droit naturel, comme un droit de circonstance qui tient compte de la société où nous vivons, de la circonstance de civilisation où nous sommes. C'est d'ailleurs ce que proposait, je crois que c'était le cardinal Ottaviani lors de la discussion d'une
d'une des constitutions de Humanae. hein, Dignitatis Humanae. voilà, qui défend la liberté religieuse d'une manière qui est fort peu orthodoxe, bien que ce fût un concile œcuménique. Bon. Quant au libéralisme philosophique, évidemment, s'il s'agit de dire que par les raisons pures et indépendamment de la révélation, on peut arriver à la foi, on peut arriver à trouver la vérité, etc. Moi, je ne crois absolument pas. J'ai fait d'ailleurs une vidéo qui s'intitule, elle dure 10 minutes, ça ne va pas vous prendre trop de temps, moins que cet exposé, qui s'intitule « Le vice constitutionnel de la philosophie occidentale », où j'affirme que, en fait, à l'origine de toute pensée philosophique, il faut un acte de foi, qui peut être déguisé, et qui existe forcément. Et moi, je préfère qu'il ne soit pas déguisé. Voilà. Donc, je récuse le libéralisme philosophique. Alors, le libéralisme... Il faut savoir d'ailleurs que, pour vous montrer l'ambiguïté, qu'il y a de faux amis. Vous savez, on apprend, ou on apprenait autrefois en cours d'anglais, que quand on traduit de l'anglais en français, il y a de faux amis. Bon. Et les faux amis aboutissent d'ailleurs à des anglicismes permanents. Par exemple, vous savez peut-être que l'adverbe juste veut dire en français exactement ou précisément, j'ai tapé juste dans la cible, ou bien d'une quantité à peine suffisante, j'ai mangé juste à ma faim. Mais si vous employez le mot juste dans le sens, l'adverbe juste dans le sens de simplement, ben vous commettez un anglicisme, parce que vous employez dans le sens de l'adverbe, dans le sens de just anglais. Vous voyez, le français juste ne veut pas dire simplement. Je peux dire j'ai juste mangé. J'ai mangé juste à ma faim, ça c'est correct. Mais j'ai juste mangé un œuf, ça c'est incorrect. Il faut dire je n'ai mangé qu'un œuf. Vous voyez ? Bon. Tout ça, on a l'exemple même pour le libéralisme. Libéralisme. Bon. C'est le mot qui correspond au libéralisme français. Vous voyez, tous ces crétins de journalistes qui vous traduisent, ils vous disent les libéraux américains. Alors, dans l'anglais des États-Unis, liberal, ça veut dire de gauche. Ça veut dire progressiste. Ça veut dire en fait antilibéral au sens français du terme. Au sens classique du terme. Le libéral, c'est un type de gauche qui est soit cosmopolite, soit collectiviste, soit les deux, mais qui est justement l'inverse du libéral, en tout cas qui est l'inverse du libéral au sens français, qui peut être, qui peut être, si vous voulez, alors là c'est encore une acception différente du mot libéralisme, qui adhérera sans doute au libéralisme sociétal, qui considère qu'il faut autoriser les gens à changer de sexe, qu'il faut autoriser le mariage homosexuel, et ainsi de suite. Bon. Hein, qu'il faut autoriser la pornographie. Parce que j'ai oublié, je ne sais pas si je l'ai dit, mais la pornographie, c'est un des axes fondamentaux de la destruction de la société occidentale et française dans l'esprit des cosmopolites. Et dans l'anéantissement que nous connaissons de la famille, que nous vivons aujourd'hui en 2018, la pornographie a joué un grand rôle. Au passage, pour vous montrer l'œuvre destructrice du cosmopolitisme, depuis 1968, figurez-vous que les naissances hors mariage étaient en France de 1% jusqu'en 1789, de 5% jusqu'en 1968, et aujourd'hui de 60%. Vous vous rendez compte ? On est passé de 1% à 5% en 200 ans, et en 68, en 80, combien de temps c'est 68 en 50 ans, on est passé de 5% à 60%. La famille n'existe plus. Enfin, la vôtre, j'espère, les miennes aussi. Mais je veux dire que l'institution familiale s'est effondrée. Et ça, elle n'est pas morte toute seule. C'est une action délibérée, systématique de tous les domaines, notamment par la pornographie. Et qui aujourd'hui atteint nos enfants. Avec cet appareil-là, petite fille de 11 ans, elle a son appareil ordiphone, smartphone en anglais, qui a accès à Internet. Elle aura accès à des vidéos pornographiques. Et si elle ne veut pas les regarder, sa petite copine va lui montrer. À 11 ans. Voilà ce que... Moi, si vous avez des enfants de 11 ans, je vous conseille de leur donner un téléphone mobile, mais pas accès à Internet. Hein. Je vous le conseille, parce que aujourd'hui, c'est épouvantable. Bon. Alors moi, je suis évidemment pour l'interdiction de la pornographie, hein, je ne vous le cache pas. Donc pas de libéralisme. Donc vous voyez les différentes... Bon, on peut dire, alors maintenant, pour en revenir maintenant au libéralisme économique, ou disons au libéralisme central, celui de l'école libérale, de l'Institut du Mont-Pèlerin, où il y avait Hayek et von Mises, qui en deux de mes maîtres à penser, mais il n'y a même pas d'unité doctrinale. Les fondements du libéralisme de Hayek ne sont pas ceux du libéralisme de Mises. Mises, le juif Ludwig von Mises défendait le droit naturel moderne, par des raisonnements abstraits. Alors que Hayek, lui,
part de la tradition, défend la tradition. On considère que la tradition, c'est l'expérience des peuples, comme on dit, et qu'on ne peut pas faire mieux que la tradition. On ne peut pas faire table rase de la tradition. Donc aucune unité de libéralisme. Mais en revanche, il y a ce libéralisme central, dont je me réclame, celui de Ludwig von Mises et Friedrich von Hayek, pour leurs conséquences économiques, leurs analyses économiques. Ils ont démontré que la liberté d'entreprise, la liberté individuelle permettait la maximisation de l'économie et donc des conditions de vie de chacun d'entre nous. Et puis, excusez-moi, pour un nationaliste, de la puissance nationale. Parce qu'un pays riche est aussi, en général, toutes choses égales d'ailleurs, plus puissant. Donc la synthèse nationale libérale, c'est la synthèse idéale pour que l'homme soit à la fois, pour qu'on ait à la fois un homme libre et une nation puissante. Conclusion, chers amis. Conclusion. Le nationalisme peut être républicain. Alors d'abord parce que, bien évidemment, la République, là encore, querelle de vocabulaire, peut désigner, comme en latin, res publica republic, le bien commun, indépendamment du régime. Et moi, je voudrais que la droite, qui contient depuis toujours les plus grands talents, et beaucoup plus que la gauche, cesse de s'enferrer dans les erreurs stratégiques comme elle le fait depuis 3 siècles. Je dis bien depuis 3 siècles parce qu'en réalité, le clivage droite-gauche ne date pas de 1789 lorsqu'il a été nommé, mais de ce que Paul Hazard, dans un grand livre, a appelé la crise de la conscience européenne et qui a daté des années 1680-1715. Donc un siècle avant, enfin en gros un siècle avant 1789, et qu'il a résumé ainsi. Il a résumé ainsi cette crise de la conscience européenne. En 1680, les Français et les Européens pensaient comme Bossuet. En 1715, comme Voltaire. C'était pas exactement la même chose. Bon. Eh bien, ça serait l'objet d'une conférence, mais depuis 3 siècles, la droite ne cesse de faire de mauvais choix stratégiques. Alors, moi, je voudrais que ça cesse. La République. Les monarchistes ont eu bien tort de laisser le terme de République aux adversaires de la monarchie. Comme si la République avait un sens purement négatif, l'absence de monarchie. Non, la République, c'est un régime qui établit le bien commun. Et au minimum, c'est un régime qui est fondé sur la souveraineté nationale et sur la préférence nationale. Donc je crois que nous sommes en République depuis 1871, grâce à Adolphe Thiers, non pas depuis le 4 septembre 1870, depuis l'écrasement de la Commune de Paris. C'est-à-dire que contrairement, et paradoxalement, contrairement à ce qu'on croit, en dépit des références à la Révolution française, la République, la Troisième République dans laquelle nous vivons encore en réalité, malgré le changement de numérotation, a été fondée non pas sur la Révolution de 1789, mais sur une contre-révolution. Je sais bien que cette idée peut paraître paradoxale, mais c'est l'écrasement de la Commune de Paris qui a permis la fondation de la Troisième République et de la République, grâce à Adolphe Thiers. Et j'ajoute que c'est encore l'écrasement des anarchistes à la fin du XIXe siècle qui a permis la consolidation de la République. Donc, les royalistes devraient... Je ne suis pas royaliste parce que je pense que, comme le disait le sage Solon à quelqu'un qui lui disait quelle est la meilleure constitution, dites-moi d'abord pour quel pays et à quelle époque. Bon, je pense qu'à l'époque de Saint-Louis au XIIIe siècle, effectivement, la monarchie était le meilleur régime. Aujourd'hui, je ne pense pas que ce soit pour l'instant le meilleur régime. Mais de toute façon, même si j'étais royaliste, je dirais que je me réclame de la République, mais une République royale. Il ne doit pas y avoir de contradiction entre un régime défini comme républicain qui défend la res publica, le bien commun, et la monarchie. Il ne faut pas adopter le langage de l'adversaire en disant République pour absence de monarchie. Alors, il se trouve que la République française a une devise qui a une origine assez nauséabonde, suspecte en tout cas, liberté, égalité, fraternité. Alors, vous savez que c'était la devise du Grand Orient de France, au XVIIIe siècle.
Et doit-on pour autant l'abandonner ou en proposer une autre? Moi j'aime bien aussi, je vous rassure tout de suite, j'ai beaucoup d'admiration pour le maréchal Pétain, je trouve que travail, famille, patrie, c'est très bien aussi. Mais je pense plus habile de revendiquer liberté, égalité, fraternité, en accolant une épithète pour préciser cette formule. Liberté individuelle. Égalité civique. Fraternité raciale. Donc, liberté individuelle, défendre l'individu contre l'État, le libérer des chaînes de l'État. Je vous signale au passage que nous sommes aujourd'hui de plus en plus, de moins en moins libres. On ne cesse de rajouter des interdictions. Nos législateurs, si j'ose leur appliquer cette étiquette noble, passent leur temps, ils croient vraiment que leur métier, c'est de trouver d'autres interdictions, de rajouter des délits aux délits. On ne peut plus. Alors, vous savez, on va inventer le harcèlement de rue. C'est-à-dire que si un homme regarde une femme d'un air appuyé, il va commettre le délit de harcèlement de rue. Un simple regard, madame. Là, je vous regarde un peu trop et je n'ose pas trop parce que j'ai peur que vous m'accusiez de harcèlement de rue. Enfin, de harcèlement de... Enfin, voilà, donc on ne peut plus aujourd'hui prendre l'ascenseur seul avec une femme. Hein. Attendez. Parce que si la femme en disant, attention, il a eu un geste incorrect envers moi, on commence à vous mettre en prison, on discute après. Moi, je donne cet avertissement. Enfin, faites comme vous voulez. Hein, mais, voilà. Donc, les libertés individuelles. Deuxièmement, égalité civique. Civique du citoyen. Égalité entre les citoyens. Et qu'est-ce qui n'est pas citoyen? Ben, c'est l'étranger. Donc, égalité civique, ça veut dire inégalité entre le citoyen et l'étranger. Préférence nationale. Vous voyez? Fraternité raciale, c'est-à-dire fraternité de sang. Fraternité entre les Français de souche. Qui partagent ces ancêtres communs. Vous savez qu'avec le mélange des lignées, tout le monde descend de Saint-Louis. Enfin, peut-être pas tout le monde, mais moi en tout cas, et la moitié des Français. Hein. Bon. La moitié des Français. Donc là, à mon avis, dans cette salle, la moitié des gens descendent de Saint-Louis. Alors que ceux qui descendent de Saint-Louis lèvent le bras. Non, vous ne connaissez pas. Vous n'avez pas fait de généalogie, hein, parce que je vous garantis. Alors j'espérais d'ailleurs... Parce que j'avais lu que Saint-Louis descendait de Mahomet. Je me suis dit, comme je descends de Saint-Louis, je descends de Mahomet. J'aurais été très fier de descendre de Mahomet. Mais il paraît que Saint-Louis ne descend pas de Mahomet, que c'est une blague. Mais bon. En tout cas, fraternité raciale, ça veut dire simplement fraternité entre les Français de souche qui ont des ancêtres français. Voilà. Vous savez que parmi les mensonges de l'idéologie dominante qui est le cosmopolitisme, il y a cette idée que la France est une terre d'immigration. C'est une plaisanterie. D'abord, on ne peut parler de France, de nation française, que depuis le XIe siècle. Or, entre 550 et 1850, pendant 1300 ans, il n'y a pas eu d'immigration en France, à la seule exception des Normands, quelques milliers de Normands. Bon, qui n'étaient pas des Balouba. Hein. Les Normands, c'était des Norvégiens. Hein. Bon. Alors, je sais bien que l'immigration norvégienne et suédoise est redoutable, mais quand même. Donc pendant 1300 ans, quasiment pas d'immigration. Et je commence en 150 parce que je dois vous dire quand même que l'immigration qui m'intéresse, moi, c'est l'immigration des Bretons en Armorique. Entre 450 et 550, parce que je suis breton, et je descends des Bretons qui sont arrivés en Armorique, et qui ont receltisé l'Armorique en lui redonnant la langue bretonne, au moins pour une partie de l'Armorique, et en leur donnant leur nom, la Bretagne, qui tire son nom des Bretons. Donc ça, c'était des immigrés, ou des envahisseurs, il y a 1300 ans. Et entre 1850 et 1950, il y a eu des migrations, mais des migrations européennes qui s'est assimilées, sauf l'immigration juive. Les Juifs ne se sont pas assimilés. Et d'ailleurs, ils le disent, la meilleure chose, c'est l'immigré juif algérien qui est malheureusement célébré à droite, qui s'appelle Moïse Éric Zemmour. C'est lui qui dit, hein, moi je m'appelle Moïse, mais il dit, je m'appelle Moïse à la synagogue, Éric à l'état civil. Il vous donne comme définition de l'assimilation, juif à la maison, français dans la rue. Mais attendez, c'est comme si je disais moi, catholique à la maison, français dans la rue. Ben attendez, moi je dis catholique et français toujours. Je suis catholique et français à la maison et dans la rue. Donc c'est en fait cette formule juif à la maison, français dans la rue, c'est la négation de l'assimilation. C'est-à-dire, je fais semblant d'être français dans la rue, en public, mais en vérité, en privé, je ne suis pas français, je suis juif. Et c'est une formule de sécession qui est inadmissible. Les Français juifs, qui sont nombreux à se considérer comme français, ne peuvent pas accepter cette formule que Zemmour revendique. Donc les Français de souche, ce sont les vrais Français, les Français qui ne descendent pas des immigrés, arrivés depuis 1850, mais qui descendent des Français qui étaient là avant 1850. Au moins pour partie.
Alors d'ailleurs, on peut calculer les degrés de francité, hein, comme autrefois on calculait les degrés de noblesse, ou les quartiers de noblesse, alors les quartiers de francité. Alors on a 2 quartiers de francité si on a deux parents français. Moi j'en ai 2. 4 si on a 4. Alors moi, malheureusement je m'arrête là, parce que j'ai une grand-mère immigrée, espagnole, enfin de sang espagnol, qui descend d'un conquistador. Mais François Hollande, qui n'est pas un exemple, mais il a quand même, j'ai calculé, 64 degrés de francité, hein. Beaucoup plus que Sarkozy, qui n'en a aucun. Puisqu'il a un père immigrant hongrois, et de côté maternel, un grand-père juif de Thessalonique. Bon, donc les Français de souche sont ceux qui ont au moins 2 degrés de francité. Donc je me place dans les Français de souche, puisque j'ai 2 degrés de francité. Voilà. Ce qui ne veut pas dire, ce sont les vrais Français. Ce qui ne veut pas dire que les immigrés ne peuvent pas s'assimiler, eux ou leurs descendants, mais ils deviennent vraiment Français lorsque la génération suivante sont des fils de Français. Ils se sont assimilés vraiment, eux. Comme tant d'Italiens l'ont fait, comme tant d'Espagnols l'ont fait. Comme ma grand-mère l'a fait. Ma grand-mère, je peux vous dire, je l'ai connue. Elle n'avait pas une goutte de sang français, elle était de sang espagnol. Mais elle était plus française qu'un Français, plus bretonne qu'un Breton, plus bretonne que son mari breton. Et elle était restée anti-dreyfusarde à mort. Mais alors vraiment, elle était persuadée que Dreyfus était coupable. Et j'ai découvert récemment qu'elle avait raison. Je vous conseille le livre d'Adrien Abosi sur le sujet, donc Dreyfus était coupable. Je dis ça au passage. Bon. Donc voilà. Alors je pense que cette, ainsi comme dirait le frère Thierry, qui aime bien le franglais, ainsi relooké, on dit ça, reformaté, ainsi refaçonné, la devise qui devient liberté individuelle, égalité civique et fraternité raciale peut nous convenir à nous qui sommes des gens de droite, nationalistes et libéraux, nationaux libéraux. Alors, il me reste donc à vous inviter, en ce lendemain de cette fête extraordinaire du centenaire qui a été malheureusement gâchée par ce scélérat de Macron qui joue mal le rôle de président de la République, à communier dans le souvenir de nos ancêtres qui ont fait la grandeur de la France. Nous avons la chance d'être français. Et honnêtement, je ne dis pas ça par chauvinisme, mais aucun pays dans le monde n'a autant de génie que la France. L'Italie n'est pas mal, c'est vrai, mais pas autant. Elle n'arrive pas à l'excellence française. Désolé pour vous, mais l'Italie viendra juste après. Voilà. Un bis, allez, un bis. L'Italie est un très grand pays, admirable. L'intelligence italienne, etc. Elle est souvent l'origine de tout, d'ailleurs. C'est l'origine de tout. Et Vilfredo Pareto est un des grands maîtres à penser que la droite doit avoir. Mais je pense que la France est encore meilleure que l'Italie. Et que de toute façon, l'Occident est la plus grande des civilisations à laquelle l'Italie et la France appartiennent tous les deux. Toutes les deux. Comme l'Espagne, comme l'Angleterre, hélas, comme l'Allemagne. Alors, je terminerai ces propos en vous disant simplement « Vive la France !» 2-3 questions et après le tir. Après cette brillante conférence, est-ce qu'il y a 2 ou 3... Et après, on prendra un kir avec quelques friandises. Oui, monsieur de Lesquen, Henri. Oui, comment dire, je m'attendais à ce que vous parliez de populisme, parce que j'avais une question éventuellement à poser sur ce thème, mais j'en ai pas vraiment entendu parler. C'est pour ça que je suis un peu déçu de ne pas avoir entendu parler de populisme. Ce qu'on peut appeler le populisme, Qui s'exprime, je vois pas. c'est moi-même. Oui, pardon. Et donc, je pensais à ce que vous en parleriez. Et puis, malheureusement, je n'ai pas vraiment entendu. J'ai peut-être manqué le début, peut-être. Mais j'aurais bien aimé savoir justement ce qu'il en était, puisqu'on en parle beaucoup. On parle beaucoup de populisme, de mouvements populistes. Je n'ai parlé que de ça, alors si vous ne m'avez pas écouté, tant pis. Hein. Voilà, je n'ai parlé que du populisme. Voilà.
simplement en disant qu'il était national et libéral, et je n'ai parlé que de ça, j'ai expliqué les contours du populisme, et donc... Bah, c'est un terme nouveau quand même. Je ne veux pas recommencer mon exposé, parce que vous me dites que je n'ai pas fait mon exposé, donc écoutez, nous ne vivons pas dans le même univers, moi je vis dans l'univers numéro 1, vous dans l'univers numéro 2, je ne peux pas rien vous dire d'autre. Hein. Là, je suis désolé, je n'ai parlé que de ça. Bah, je ne l'ai pas entendu. Bah écoutez, je suis désolé, vous regarderez peut-être la vidéo, mais moi je... Une autre question? Alors, cher Henri, par rapport à la question du fascisme et du socialisme, je voudrais vous rappeler, si vous me permettez, une citation de Mussolini au Parlement le 21 juin 1921. Alors, il disait « Je suis un libéral. La nouvelle réalité de demain, répétons-le, sera capitaliste. La vraie histoire du capitalisme ne commence que maintenant. Le socialisme n'a plus aucune chance de s'imposer. Il s'agit de choisir entre un passé presque mort et des possibilités illimitées d'avenir. Il faut abolir l'État collectiviste tel que la guerre nous l'a transmis par la nécessité des choses et revenir à l'État manchestérien. » Et son ministre des Finances d'alors, Alberto De Stefani, qui est un grand économiste libéral, définissait le fascisme comme un mouvement aristocratique et libéral. Donc est-ce que vraiment l'on peut amalgamer le fascisme avec une modalité du socialisme? Est-ce que ce n'est pas plutôt une évolution socialiste qu'il a fini par prendre par la force des choses? Alors écoutez, moi, à mon avis, le modèle type du fascisme, l'idéal type du fascisme, le type idéal du fascisme, comme dirait Max Weber, ce n'est pas le fascisme originel, c'est l'hitlérisme, qui lui est resté jusqu'au bout vraiment très collectiviste. Bon, Mussolini était un homme politique remarquable, alors sous réserve des questions de traduction, hein, qui s'est adapté à l'environnement. Je crois qu'il a dû faire cette déclaration à un certain moment pour des raisons électoralistes et politiciennes. Il a en tout cas défendu réellement d'abord sa philosophie politique. C'était justement le totalitarisme de Gentile, tout par l'État, tout pour l'État, qui est le contraire du libéralisme. Et d'autre part, il a établi effectivement un embrigadement de la jeunesse et une économie corporatiste qui est semi-collectiviste. Donc je pense que ce propos est un propos d'occasion, de circonstance, et que ça ne reflète absolument pas la réalité du fascisme. Alors, de toute façon, les origines du fascisme sont claires. Un mouvement politique peut évoluer, peut trahir, ou trahir à juste titre d'ailleurs, à mon avis, ses principes d'origine. Il n'en demeure pas moins que le fascisme est resté jusqu'au bout, en Italie et a fortiori en Allemagne, si on accepte de considérer que l'hitlérisme était un fascisme, comme un mouvement essentiellement collectiviste. Voilà. Autre question ? Oui, pouvez-vous préciser toutes les distinctions à faire chez les libéraux entre ceux qui se disent libéraux et ceux qui se disent libertariens? Alors, alors l'école libertarienne est effectivement appartient au vaste mouvement libéral. Alors, le libertarien, c'est d'ailleurs du franglais, c'est libertarien, en fait c'est libertaire en français. Hein. Seulement, ils ne veulent pas dire libertaire parce qu'ils ne veulent pas être confondus avec les anarchistes, qui sont des gens de gauche et qui n'acceptent pas la propriété. Parce qu'ils considèrent que... Alors, le libertarianisme, pour reprendre cette formule qui s'applique à eux-mêmes, c'est une doctrine fondée sur le droit naturel qui prétend tout démontrer par des principes fondés sur l'évidence et des déductions logiques. Je conteste absolument la validité épistémologique de ce genre de doctrine. Cela dit, ça a une valeur heuristique, au sens de la recherche. Les travaux des libertariens sont souvent très intéressants parce qu'ils explorent des continents inconnus. Par exemple, je vais recevoir bientôt Bertrand Le Ménissier, qui est le chef de file en France du mouvement libertarien, qui est de plus un ami, qui a écrit un livre intitulé « Privatiser la justice ». Vous voyez ? Effectivement, on peut remplacer, dans une certaine mesure, les juges publics par des arbitres privés. Alors, cela dit, fondamentalement, le libertarianisme repose sur des sophismes, il est indéfendable.
il est vrai qu'une société sans État peut exister, bien entendu. La Somalie est une société sans État. Le Liban l'a longtemps été. La question est de savoir si c'est bien. Mais la société sans État s'appelle l'anarchie, c'est la guerre de tous contre tous. Ou c'est la guerre des milices contre les milices. Et en fait, qu'est-ce qui se passe? Et qu'est-ce qui doit se passer pour le bien des hommes, et pour le bien de la société? C'est une société qui n'a pas d'État, où se forment des bandes armées, des milices, qui se combattent les unes contre les autres, et l'une d'entre elles finit par éliminer les autres et prend le pouvoir et crée un nouvel État. C'est ce que la Somalie n'a pas réussi à faire, parce que justement, il n'y a pas d'unité nationale en Somalie. J'aurais pu prendre l'exemple de la Somalie, parce que la nation, je crois que j'ai oublié de donner la définition de la nation. La nation est une... C'est fondamental. La nation est une communauté de destin historique fondée sur une ethnie prépondérante, ou plutôt constituée sur un territoire continu, autour d'une ethnie prépondérante. La nation est une communauté de destin historique constituée sur un territoire continu, autour d'une ethnie prépondérante. Bien. L'ethnie somalie existe. Le seul ennui, c'est que l'allégeance, ou le degré d'allégeance des gens, des Somaliens, ou les Somalis, ne porte pas sur la tribu, ne porte pas sur l'ethnie, même pas sur la tribu, mais sur le clan. Ils ont des structures familiales très fortes, qui sont claniques. Et donc les clans se battent entre eux, et quand les clans ne se battent pas entre eux, ce sont les tribus qui se battent entre eux. Donc comme il n'y a pas d'unité ethnique ou nationale, il n'y a pas moyen d'établir un État. Donc le libertarianisme est une doctrine en fait absurde, mais intéressante parce qu'elle permet de soulever des problèmes qu'on ne soulevait pas et de se dire effectivement, est-ce que l'État est vraiment nécessaire dans tel domaine, etc. Bon. On peut par exemple privatiser les prisons, mais est-ce une bonne chose, vous voyez, ainsi de suite. Voilà. J'avais entendu une causerie où ils allaient jusqu'à préconiser la privatisation des routes. Bien sûr, mais non, mais attendez, les libertariens veulent supprimer l'État. Enfin, il y a une version modérée des libertariens qui ne sont pas des libertariens qui veulent l'État minimum. Ça doit être Nozick. Et aux États-Unis, le juif Murray Rothbard, lui, il veut vraiment la suppression de l'État. Voilà. Bon. Mais tout cela n'a pas de sens. Enfin, n'a pas de sens. Non, n'a pas réellement de sens. Hein, et ne conduirait pas à des résultats qui seraient très positifs pour les gens. Ah, bien sûr. Dernière question. Et alors moi j'avais une question par rapport à une lecture que j'ai faite du philosophe Marcel Clément qui a écrit un livre, Le communisme face à Dieu. Moi, un chapitre est dédié à la doctrine sociale chrétienne. Pardon. Un chapitre est dédié à la doctrine sociale chrétienne et où il fait la différence entre les sociétés de droit naturel qui sont fondées sur la complémentarité entre les êtres et les sociétés fondées sur la similitude. Et en reprenant une allocution du pape Pie XII, il dit que la famille, la patrie et la profession sont des institutions de droit naturel et que les nations et les classes sont des groupements résultant de faits historiques contingents. Et je voudrais juste savoir si vous faisiez il attribue du coup à la nation une notion d'artificialité que l'État n'a pas. Je voudrais savoir si vous faites une distinction ou pas, parce que c'est un peu... Je récuse cette distinction. Je crois que le droit naturel n'existe pas, au sens moderne du terme, de l'école de Salamanque. J'ai peur que Marcel Clément se réclame plutôt de l'école de Salamanque, de Vitoria, sans le savoir peut-être, et des Soto que de saint Thomas d'Aquin. Le droit est naturel au sens de... Il est fondé sur la tradition. Bon. Eh bien, la famille et la nation sont des institutions fondées tout aussi bien l'une comme l'autre sur la tradition. Je ne vois aucune raison de faire cette distinction. C'est elle qui me paraît artificielle. J'espère avoir répondu.